Jusqu'à maintenant, je crois que nous avions introduit la notion de test d'hypothèse. On a expliqué comment ça marche. Nous l'avions déjà appliqué dans la leçon précédente à des tests dits tests sur un paramètre, que ce soit d'une population ou de la moyenne ou d'une proportion. Ici, nous allons faire quelque chose d'un petit peu différent, mais le contexte, l'arsenal à utiliser sera le même que celui que nous avions déjà utilisé dans la leçon précédente. Donc, nous allons parler de tests de comparaison. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais bien quand même rappeler que dans la leçon précédente, c'est une distribution dépendant d'un paramètre inconnu et nous avions cherché à comparer ce paramètre à une valeur prescrite. Ici, ça ne va pas être le cas. Nous avons plutôt deux populations et donc deux échantillons, chacun ayant une distribution dépendante d'un paramètre, et nous allons donc être emmenés à comparer plutôt des paramètres entre eux provenant de deux distributions différentes. Le principe sera le même, toujours trouver une statistique sur laquelle on va baser le test, puis partager l'ensemble des valeurs de cette statistique en deux régions, comme d'habitude, une région d'acceptation et une région de rejet. Voilà donc, nous commençons, comme on l'a fait dans le chapitre précédent, à faire des comparaisons de deux moyennes. Puis, la comparaison classique qui suit, c'est la comparaison de deux proportions. Et enfin, nous allons traiter un troisième paragraphe qui va être intitulé « Comparaison de deux populations catégoriques ». Donc, ça va être deux paragraphes qui ressemblent un petit peu à ce que nous avions fait déjà dans la leçon précédente. Un troisième paragraphe qui semble être un petit peu nouveau, mais en fait, on va voir, il n'est pas si nouveau. On va tout simplement essayer de généraliser ce que nous avions déjà vu et exploiter ce que nous avions préparé jusqu'à maintenant pour traiter ce troisième paragraphe qui, pour l'instant, semble être un petit peu original par rapport à ce que nous avions fait jusqu'à maintenant. Alors, comparaison de deux moyennes, tout de suite à la comparaison. Donc, comme je l'ai annoncé au départ, deux échantillons comme point de départ. Alors, deux échantillons indépendants, c'est le premier cas. Pour comparer l'effet d'un nouveau traitement à un ancien sur une maladie, dite par exemple le cholestérol, on prend deux échantillons de taille N pour le premier et M pour le deuxième dans la population des malades. Donc voilà, le nouveau dans cette leçon, c'est le départ, ça va être deux échantillons et non pas un seul échantillon. Donc, je répète, l'autre objectif, c'est la comparaison de deux traitements, donc de deux médicaments, à traiter la maladie qui est pris comme exemple ici, le cholestérol. Alors, au premier échantillon, on applique le premier traitement, et au deuxième, on décide d'appliquer le second. Alors, on considère donc les deux échantillons aléatoires, x1, xn, y1 jusqu'à ym. Rappelez-vous qu'on n'est pas obligé de prendre la même taille pour les deux échantillons. Donc on a pris n pour le premier, m pour le deuxième. Alors, dans ces échantillons, xi est l'effet du premier traitement sur le im individu dans le premier échantillon. Y1 serait la même chose, l'effet du deuxième traitement sur le premier individu dans le deuxième échantillon. Ce n'est pas la peine de le dire, mais c'est évident à partir de ce que nous avions dit sur xi. On calcule les moyennes de chacun des échantillons et on pose D, la différence des deux moyennes, xm moins ym. Et on pose delta, l'espérance mathématique de cette différence de moyenne D, qui est aussi l'espérance mathématique de xm moins l'espérance mathématique de ym, notée respectivement mu indice x et mu indice y. Bien évidemment, mu indice x, non seulement c'est l'espérance mathématique de la moyenne, mais elle est aussi de chaque observation individuellement. Pour mu x, c'est l'espérance de xi, et pour mu y, c'est l'espérance de yj pour différentes valeurs de i et différentes valeurs de j.
On suppose que pour chaque traitement, l'efficacité se traduit par des petites valeurs observées. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ce que nous attendons de traitement, c'est abaisser le taux du cholestérol. Donc finalement, c'est des petites valeurs qui vont être synonymes d'amélioration ou d'efficacité du traitement. Le deuxième est plus efficace, est exprimé par mu de x supérieur à mu de y et donc delta positif. Donc le deuxième traitement pourra être dit plus efficace que le premier si l'espérance mathématique de chaque xi ou encore l'espérance mathématique de la moyenne des xi, elle est supérieure à l'espérance mathématique des moyennes des yj, parce que nous avions dit que ce sont des petites valeurs de y qui vont être synonymes d'efficacité du deuxième traitement par rapport au premier. Mais ceci signifie exactement que delta est positif, puisque nous avions posé delta est égal à mu x moins mu y. Alors, nous allons maintenant tester delta négatif, ce qui signifie que le deuxième traitement est, dans le meilleur des cas, aussi efficace que le premier. Donc, il est soit pire, soit aussi efficace que le premier. Donc ça, l'hypothèse à tester. Contre delta positif, le deuxième traitement est plus efficace que le premier. Donc, l'hypothèse, le deuxième traitement, il est soit plus mauvais, mais dans le meilleur des cas, aussi bien que le premier. Donc, finalement, il ne nous apporte rien d'extraordinaire. Ou bien, l'hypothèse alternative, c'est que, effectivement, ce deuxième traitement améliore le précédent. Et donc, on peut le substituer au précédent parce qu'il est plus bénéfique que le premier. Alors, c'est l'erreur de prendre cette dernière conclusion à tort contre laquelle il faut se protéger. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avions déjà vu à maintes reprises que dans une situation de test d'hypothèse, nous sommes affrontés à deux types d'erreurs et que ces deux erreurs-là sont antagonistes. Alors, il faut qu'on soit capable d'apprécier quelle est l'erreur la plus grave à commettre et sur laquelle on doit se protéger en lui imposant un seuil. Alors ici, ce qui est proposé, c'est l'erreur de dire que le deuxième médicament est le premier et le meilleur alors qu'il ne l'est pas, qui est la plus grave. Pourquoi? Parce que dans la situation que nous sommes en train de considérer, nous avons déjà un médicament qui semble marcher bien et nous avons un deuxième. Et il est prétendu que ce deuxième est mieux que le premier. Nous voulons vérifier ceci. Maintenant, si ce médicament n'est pas mieux que le premier, et si nous décidons qu'il l'est, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va remplacer un bon médicament par un plus mauvais, croyant qu'il est meilleur. Et dans ce cas-là, on risque de mettre en péril des vies humaines. C'est quand même assez grave comme erreur. Par contre, l'autre erreur, qui consiste à conclure l'autre conclusion à tort, c'est de dire que ce deuxième médicament, il est mauvais alors qu'il est bon. Cette erreur-là, si jamais on l'a commis, c'est une erreur qui aura des répercussions financières et non pas humaines. Donc, on peut tout simplement écarter ce médicament alors qu'il est bien. Les conséquences, ça va être quelques pertes financières pour le labo qui l'a fabriqué. Par contre, l'autre erreur, c'est des pertes humaines. Et c'est pour ça qu'il faut faire la part des choses et distinguer entre les deux erreurs pour voir quelle est la plus grave contre laquelle il faut qu'on se protège. Et je crois que c'est une bonne occasion maintenant de voir un petit peu pourquoi on traite ce problème de manière un petit peu asymétrique. Alors, on prend donc comme hypothèse H, delta négatif, et comme alternative K, delta positif. On rejette H quand cette différence elle est supérieure à C. Ça veut dire que finalement, les XI ont tendance à être plus grands que les YJ. Ça veut dire que finalement, si les XI ont tendance à être plus grands que les YJ, ça veut dire que le deuxième médicament est meilleur que le premier. Et ceci est grand par rapport à une constante C. La constante C, elle est calculée à partir de la fameuse équation. L'erreur du première espèce, elle est égale à alpha 0, calculée avec 0 ici pour dire que nous prenons mu x égale mu y dans delta égale à 0. On a donc la protection souhaitée. Donc l'erreur contre laquelle on voulait se protéger, elle ne dépasse pas alpha 0, que nous pouvons choisir comme étant par exemple 5%.
Alors, pour n et m suffisamment grand, et quand delta est égal à 0, ça veut dire en supposant que l'hypothèse attestée est vraie, notre différence appelée z, mais divisée par son écart type, sigma d, est approximativement normale 0,1. Donc, cette approximation, on va l'utiliser ici pour dire que la probabilité que d supérieur à c, c'est à peu près la probabilité que z, qui est normale 0,1, est supérieur à c sur sigma d. Et nous allons utiliser une table de normale standard pour chercher le c sur sigma d et donc le c. Alors, pour alpha 0 égale 0,05, la valeur de c sur sigma d est 1,645 tiré d'une table normale standard. Et donc, c, c'est le produit de ça avec l'écart type de d. Encore une fois, est-ce qu'on connaît ce sigma d ou pas? On peut supposer que les xi et les yj sont indépendantes. Et donc, le sigma carré d, c'est sigma carré x sur n plus sigma carré y sur m. Ça, on a déjà dit que quand on a l'indépendance, la variance de la somme, c'est la somme des variances, ce qui n'est pas toujours le cas si on n'a pas cette indépendance. Alors, puisque n et m sont grands, sigma d est bien estimé par sigma d, qui est égal à sigma carré x sur n. Sigma carré x, c'est la variance du premier échantillon. Et sigma carré y, c'est la variance du deuxième échantillon. Le tout à la puissance 1,5 pour obtenir un écart type. Et alors, c aura la même forme que tout à l'heure, sauf qu'à la place de sigma d, on a sd, la valeur estimée de sigma d. Alors, si, par exemple, m égale n égale à 50, ym égale à 40,5, xm est égal à 41, alors, remarquez qu'avec la moyenne des x et la moyenne des y, on se rend compte que la moyenne des x est plus grande que la moyenne des y. Ça veut dire que ces données ont un penchant un petit peu à dire que le deuxième médicament est meilleur, puisque la moyenne ici est plus petite. Et nous avions dit que l'efficacité se traduit par des valeurs petites. Alors, Sx égale 2, Sy égale 1,8, alors D est égal à 0,5, à partir de ces chiffres. C est maintenant 0,625. On a donc notre valeur D calculée à partir des observations est inférieure à C, et alors H est accepté. Bien que les données semblent dire le contraire, mais de manière très légère, il n'y a que 0,5 comme différence entre ces deux valeurs. Non, H est accepté. Il faut garder l'ancien médicament et ne pas utiliser le nouveau, bien que les données semblent un petit peu le favoriser, mais ce n'est pas suffisant pour que ça soit significatif. Alors, le cas où n et m sont petits, ou même l'un des deux, est traité ici uniquement lorsque xi et les yj sont normales, les premiers avec leur moyenne mu x et sigma carré x, et les deuxièmes avec mu y et sigma carré y, avec, bien évidemment, une contrainte supplémentaire. Quand on n'a pas ça, il y a moyen de le faire, mais ici je ne propose pas de le faire. Ici je vais supposer que la variance du premier échantillon égale la variance du second échantillon, et la variance commune, la valeur commune, je l'appelle sigma carré. Donc, cette somme-là et cette somme sont toutes les deux des statistiques qui ont la distribution du qui2. Elles sont indépendantes et elles sont chacune à n-1 pour la première et n-1 degré de liberté respectivement. Donc, ce genre de distribution, on l'a déjà fait, et j'ai dit que un qui2, on le reconnaît par sa forme et non pas par sa densité, comme on l'avait fait pour d'autres variables aléatoires continues. Donc, nous avons deux qui2 qui sont indépendants, le premier à n-1 degré de liberté et le deuxième à m-1 degré de liberté. Ceci quand n ou m est petit. Et dans ce cas-là, notre sigma carré d est égal à ça. Pourquoi? Parce que nous avions supposé l'indépendance. Donc c'est 1 sur n plus 1 sur m, sigma carré, la valeur commune de sigma carré x et sigma carré y. On estime sigma carré par la statistique, pas par une valeur, par une statistique aléatoire, qui est égale à la somme des écarts entre les x et le moyenne au carré, la somme des écarts entre les yj et leur moyenne au carré, le tout divisé par n plus m moins 2.
c'est l'estimateur de sigma carré d, et il est exprimé comme ça, S carré d est égal à ce V carré, multiplié par une constante dépendant de n et de m. Donc 1 sur n plus 1 sur m V carré. Quand delta est égal à 0, le t, qui est d, divisé par SD, la statistique SD que nous venons de calculer ici, a la distribution de student à n plus m moins 2 degrés de liberté. Donc voilà, maintenant, on connaît à quelle table on va s'adresser pour trouver la constante à laquelle nous allons nous intéresser après. Donc nous avons un student à n plus m moins 2 degrés de liberté. On rejette h quand la valeur observée petit t de grand T est supérieure à C, où C est la valeur obtenue à partir de la table de student. Vérifions cette équation, la probabilité que T supérieur à C est égal à alpha 0. Bien évidemment, à n plus m moins 2 degrés de liberté. Alors, pour alpha 0 égale 0,05, pour n égale à 13 et m égale à 11, bien évidemment, le degré de liberté, ça va être 24 moins 2, donc 22. n plus m, c'est 24, moins 2, c'est 22. On trouvera dans la table C est égal à 1,71. Maintenant, nous venons de parler de comparaison de deux échantillons qu'on a supposés indépendants. Ici, nous allons faire une comparaison basée sur deux échantillons qui viennent de données à parier. Donc, comparaison basée sur des données à parier. Dans le problème de comparaison que nous venons de voir, des deux médicaments, on substitue le nouveau médicament à l'ancien chez le même patient, cette fois-ci. Tout à l'heure, on avait pris deux groupes de personnes. Le premier avec le premier médicament et le deuxième avec le deuxième médicament. Maintenant, nous allons faire les choses un petit peu différemment. Nous avons un échantillon de malades, ils utilisent déjà l'ancien médicament et nous allons leur substituer le nouveau pour voir comment ils vont réagir par rapport à ce nouveau médicament. Alors, on prend un échantillon de N patients déjà traités par l'ancien médicament. On décide de mesurer d'abord le taux de cholestérol de chacun, puis lui donner le nouveau médicament et après refaire la mesure et voir qu'est-ce qui s'est passé depuis. Donc, le même patient, déjà traité par l'ancien médicament, et sera lui-même traité par le nouveau médicament, contrairement à la situation de tout à l'heure. Alors, sur chaque patient, on a un couple d'observations X, Y, I qui représente les taux avant et après le nouveau traitement. Donc, le premier, c'est le taux quand il était traité par le premier, et le deuxième, c'est le nouveau taux une fois qu'il a été traité par le deuxième médicament. On a donc x1, x2, xn avec exi carré, exi égale à mu x et variance xi est égale à sigma carré. Le carré ici ne doit pas avoir lieu. Donc c'est un xi qui est égal à mu x et variance xi qui est égale à sigma carré x. Alors, même chose pour les yi, mu y et sigma carré y, donc deux échantillons. Sauf que on ne peut pas supposer l'indépendance. Alors, il n'y a aucune raison dans cet exemple de dire que les xi et les yi sont indépendantes parce que ils ont été relevés sur le même patient. Alors, en posant zi est égal à xi moins yi comme tout à l'heure, on peut dire que les zi sont indépendantes. Les zi entre elles, et non pas les différences qui constituent les zi. Indépendantes, et ezi est égal à mu x moins mu y égale delta, comme tout à l'heure. Sauf que nous n'avons pas l'indépendance. Alors, là, la variance de zi, c'est noté sigma carré z, ce n'est plus sigma carré x plus sigma carré y comme tout à l'heure, quand on avait l'indépendance, deux échantillons différents, mais c'est sigma carré x plus sigma carré y moins 2 fois la covariance de xi et d'yi qui risque et qui a même des chances de ne pas être nul puisque ce sont des mesures sur les mêmes individus. Alors, on rejette h quand zm, qui est xm moins ym, est grande, comme tout à l'heure. Variance xm, c'est sigma carré z sur n. Quand n est grand, on a sous h ceci, et à peu près n, racine de n zm sur sigma z, est à peu près normal 0,1, donc standard. Et sigma carré z pourrait être évalué par sigma carré, par s carré z, la valeur estimée, qui est calculée de manière similaire qu'ici, mais avec les sigma remplacés par les s. Donc s carré x plus s carré y, moins 2 fois s xy. S xy, elle est là.
C'est ce que nous avions déjà appelé dans la situation de données à parier la covariance des deux séries de données. Donc, on ne fait qu'estimer ce qu'il nous fallait pour arriver finalement à estimer sigma carré z, qui est la variance de zi, et on en a besoin ici, parce qu'il fait partie de variance zm. Alors, on rejette alors h quand zm est supérieur à c, ou racine de n fois zm divisé par sz maintenant, nous avons une valeur estimative supérieure à une constante b. Cette constante b, c'est racine de n fois l'ancienne constante c divisé par sz. Sz, c'est en fait l'écart type des nouvelles observations, si on peut les appeler ainsi, qui sont formées par les différences. Donc zi, c'est yx et moins yi, c'est la différence entre ce qui a été observé avant le premier traitement, pendant le premier traitement et après le deuxième traitement. Alors la constante b, ici, ou qui est égale à ça, est obtenue de la table normale standard, selon la valeur choisie pour le seuil de l'erreur de première espèce à alpha 0. Alors, maintenant, on en arrive à la comparaison de deux proportions, comme on l'a déjà fait, mais avant c'était une proportion à une valeur, maintenant c'est carrément deux proportions. Dans une population, on veut vérifier que la proportion P1 des femmes atteinte par le cholestérol, par exemple, est la même que celle des hommes notée LP2. Donc P1 c'est la proportion des femmes et P2 c'est la proportion des femmes, des hommes atteints par le cholestérol dans une population. Avant de passer à cette comparaison, nous allons émettre un soupçon qui va nous servir de formuler l'alternative. Donc on soupçonne que les femmes sont plus atteintes que les hommes. C'est un soupçon. Alors, l'hypothèse à tester, c'est, telle qu'on l'a proposée, c'est même proportion chez les hommes que chez les femmes. C'est H, P1 égale P2. Mais l'alternative, ce ne sera pas P1 différent de P2, mais contre l'alternative K, P1 supérieur à P2, tenant compte du soupçon que nous avions avancé. Alors, mais si on n'avait pas ce soupçon, on serait emmené à tester P1 différent de P2. Point. On prend un échantillon aléatoire de N femmes et un autre de M hommes, et on note XI, la variable aléatoire de Bernoulli, de paramètre P1 associée à la IM femme, YJ, la variable aléatoire de Bernoulli de paramètre P2, avec la même proportion associée au JM homme. XN est la proportion des femmes atteintes dans le premier échantillon. Et de manière évidente, YM est la proportion des hommes atteints dans le deuxième échantillon. Donc, si D est la différence de ces deux proportions, alors H est rejeté quand D est grand. C'est-à-dire, D est grand, ça veut dire que les XM, les XI, ont tendance à être plus grands que les YJ. Et ça, on avait déjà dit que ceci est synonyme du fait que H n'est pas vrai, c'est plutôt l'alternative qui est vraie. Dans ce contexte, l'alternative veut dire que les femmes sont plus atteintes que les hommes par le cholestérol. Alors, si P1 est égal à P2, la valeur commune P est la proportion des individus atteints dans la population. Donc, si on a la même proportion chez les hommes et chez les femmes, cette proportion commune sera la proportion des individus atteints dans la population, tous sexes confondus. Alors, on peut estimer P par cette quantité-là, qui finalement prend la somme de tous les XI, puisque N fois XM c'est la somme de tous les XI, et la somme de tous les YJ divisé par le nombre total. Alors, ça, ce PE, c'est la proportion des individus atteints dans les deux échantillons combinés. Puisque là, on ne fait plus de distinction entre hommes et femmes, partant du principe que l'hypothèse a testé, et nous travaillons sur cette hypothèse, qu'il y a la même proportion chez les hommes et chez les femmes, donc la même proportion. Cette proportion est aussi la proportion commune dans toute la population. Alors, quelques trucs techniques. Variance D est égale à sigma carré D, par notation, qui est égale à variance XM plus variance YM. Et puisque nous avons des distributions basées sur la binomiale, c'est P1, 1 moins P1 sur N, P2, 1 moins P2 sur M. Voilà. Alors, il faut dire que notre objectif, c'était de comparer P1 à P2.
en supposant qu'on ne connaît aucune des deux. Ces deux proportions nous sont inconnues. Donc l'hypothèse nulle va tout simplement nous dire que P1 est égal à P2, mais pas quelle est la valeur exacte commune. Alors sous H, c'est-à-dire quand P1 égale P2, et quand N et M sont grands, alors D sur sigma D est presque normal 0,1. Et dans ce cas-là, nous pouvons dire, puisque N et M sont grands, que le P, valeur commune inconnue de P1 et de P2, est bien estimé par ce P de E, qui était la moyenne combinée de toutes les observations dans les deux échantillons. Et donc, sigma carré D peut être posé égal à S carré D, qui est calculé comme ça. Donc, nous pouvons estimer sigma carré D inconnu par cette quantité-là, qui est observable à partir des observations dans l'échantillon. Et alors, on rejettera H si D sur sigma D est supérieur à une certaine constante B. Alors, maintenant, après avoir comparé deux populations par leur moyenne, deux populations par leur proportion, nous allons comparer des populations catégoriques. Quand on avait parlé de malades et de non-malades, la caractéristique n'était pas numérique, c'était une caractéristique catégorique. Et en fait, il y avait deux catégories de personnes, les malades et les non-malades. Mais comme les deux catégories sont complémentaires, si l'individu n'est pas malade, eh ben, il n'est pas malade, il n'y a pas un autre choix. Soit qu'il est malade, soit qu'il ne l'est pas. L'exposé a été beaucoup plus simple. On s'est intéressé à la proportion des malades, et la proportion des non-malades était donnée par 1-. C'est direct. Maintenant, s'il y a des données catégoriques où il y a plus de deux catégories, les choses vont être un petit peu différentes. Et c'est ce que nous allons voir dans ce paragraphe. Donc, comparaison de populations catégoriques. Pour comparer les deux proportions P1 et P2, telles qu'on l'a vu dans le paragraphe précédent, Fm est égal à 1 moins Xm. La proportion des femmes atteintes, c'est 1 moins la proportion des hommes. Et la proportion des femmes non atteintes peut être calculée de la même façon. Donc on pose Hm est égal à 1 moins Ym et Qi est égal à 1 moins Pi. Comme je l'ai dit, il suffit de définir l'une pour avoir l'autre. On n'a pas besoin des deux, puisqu'il n'y avait que deux modalités pour ces données catégoriques. On peut vérifier que si P1 égale P2, c'est l'hypothèse attestée, est égal à une valeur P que nous ne connaissons pas. Mais ils sont identiques et on a cette valeur commune P. Et si P est remplacé par la valeur estimée P indice E que nous avions proposé déjà, et donc Q1 égale Q2 égale Q de E, c'est-à-dire 1 moins P de E, cette quantité-là, XU qui est égal à N, XM moins P1 au carré sur P1, N, Fm moins Q1 au carré sur Q1, M, nous passons maintenant à l'autre catégorie, Ym moins P2 au carré sur P2, M, Hm moins Q2 au carré sur Q2, ceci c'est exactement le D2 sur S carré D que nous avions calculé et qui nous a servi de statistique pour rejeter ou accepter l'hypothèse. Donc, ce D carré sur S D carré, on peut le réexprimer comme ça. Et alors, nous pouvons dire que D2 sur S carré D est presque 1 qui 2 à 1 degré de liberté. À 1 degré de liberté. Alors, pourquoi on parle de 1 degré de liberté? Parce que, à ce niveau-là, nous n'avons que deux catégories. Mais ils ne sont pas toutes les deux inconnues. Une fois qu'on connaît une, on peut en déduire l'autre. C'est pour ça que, bien qu'on a deux catégories, le degré de liberté, il est 1. Donc, j'essaie de donner un petit peu une explication intuitive de la signification du degré de liberté. Alors, au lieu de comparer deux populations selon deux catégories, atteintes et non atteintes, on peut considérer plus de deux catégories. On peut vérifier si les hommes et les femmes apprécient de la même façon un produit de consommation. Donc là, on va garder toujours ces deux sous-populations, hommes et femmes, mais au lieu de nous intéresser à malades et non malades, nous allons voir comment chacun de ces deux sexes va apprécier un produit de consommation. Et alors, on prend deux échantillons, un de femmes et un autre d'hommes, et on demande à chacun de classer ce produit selon qu'il le trouve excellent, bon
moyen ou médiocre. Donc vous voyez la nouveauté ici, c'est qu'il n'y a pas que deux choix. Il n'y a pas que malade, non malade. Non, il y a l'appréciation, ça va être excellent, bon, moyen, médiocre. Et alors, si le produit pour un individu n'est pas excellent, il n'y a pas une seule alternative, il y a plusieurs possibilités. Donc, si vous voulez, nous sommes en train de généraliser la situation de données avec deux catégories à une donnée avec plusieurs catégories. Donc, on a obtenu, à partir de ce questionnaire, le tableau de données suivant. Alors, ce qui est supposé ici, c'est que nous avions pris 50 hommes et 50 femmes. Donc, le tout, c'est 100. Pour les hommes, 12 trouvent que ce produit-là est excellent. 12 bon, 17 moyen et 9 médiocre. Pour les femmes, 8, 14, 15 et 13, et ça va dans le sens décroissant de l'appréciation de ce produit. Alors, ça c'est le totaux. 12 plus 8, c'est 20, et dans ce sens-là, c'est aussi la même chose, 50. Alors, une petite remarque. Nous pouvons plus ou moins dire que plus on va dans ce sens, plus le nombre d'individus diminue. Ce qui veut dire que pour les femmes, plus on va vers les mauvaises appréciations, plus il y en a de femmes. Pour les hommes, s'il n'y avait pas ce 9, on dirait que le comportement est plus ou moins inversé. Parce que 12, 12, 17, mais on rechute vers 9. Mais retenez quand même ici qu'il y a déjà une petite remarque, c'est que les femmes apprécient de moins en moins ce produit. Alors, si nous revenons à ce tableau maintenant, nous avons 20%, 20 sur 100 est la proportion des individus dans les deux échantillons qui trouvent ce produit excellent. Donc voilà, 12 plus 8, ça fait 20 sur 100, donc 20% trouvent ce produit excellent. Et on peut continuer à voir un petit peu ce qui se passe pour moyen, médiocre, et ainsi de suite. Alors, sous l'hypothèse H, qu'il n'y a pas de différence d'appréciation entre les hommes et les femmes, 20 sur 100 estimera bien la proportion des individus qui ont cette appréciation dans la population. Alors attention, ce 20% n'a rien à voir avec 20% de tout à l'heure. Ça, sous l'hypothèse H, c'est-à-dire si il n'y a aucune différence d'appréciation entre les hommes et les femmes en ce qui concerne ce produit. Alors, pas de différence veut dire que 20% estimera la différence d'appréciation. Alors, des individus qui ont cette appréciation dans la population, pardon. Donc, 12 sur 50 est la proportion correspondante pour les femmes. 12 sur 50, ça, c'est ce qui ressort du tableau. Le test de H est basé sur une généralisation V de U que nous avions vu tout à l'heure. Rappelez-vous le U qui nous a permis de le réexprimer pour qu'il devienne similaire au test que nous avions vu dans le paragraphe précédent. Donc le test de H est basé sur une généralisation V de U qui fait des comparaisons relatives du genre. Donc voilà les comparaisons que notre nouveau test va faire. Alors nous allons poser A indice X qui est égal à 50 fois 12 sur 50 moins 20 sur 100 divisé par 20 sur 100. Alors 12 sur 50, c'est la vraie proportion qui estime que le produit est excellent. Et 20 sur 100, c'est la proportion théorique, si l'appréciation était la même, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc ça, c'est la proportion observée, et ça, c'est la proportion théorique si les choses devaient être telles qu'il n'y a pas de différence d'appréciation. Donc, on peut simplifier pour finalement arriver à cette valeur. Maintenant, si je prends l'appréciation moyenne, même chose. Le 50 ici, c'est le nombre de femmes. Hein. Alors, 17 sur 50, moins 32 sur 100, au carré, divisé par 32 sur 100. Alors, je répète, le 50, c'est la taille de l'échantillon chez les hommes et aussi chez les femmes. Le 100, c'est la taille totale. Le 17 qui est ici,
c'est le nombre de personnes qui apprécient ceci de manière moyenne. Mais le 32, c'est le théorique s'il n'y avait pas de différence d'appréciation entre les hommes et les femmes. Donc, ce qui est marqué par le jaune, c'est le théorique qui est calculé sur les hommes et les femmes apprécient de la même façon ce produit. Mais ce qui est là, les valeurs qui sont en blanc, c'est les valeurs qui sont tirées du tableau précédent. Donc, on compare l'observé par rapport au théorique s'il y avait la même appréciation. Et en principe, on doit s'attendre à ce que cette différence soit petite si effectivement il n'y a pas de différence d'appréciation entre les hommes et les femmes. Donc le A excellent, il est en fait, on peut le simplifier pour obtenir 12 moins 10 au carré sur 10, mais ce n'est pas les calculs qui nous intéressent, c'est plutôt le principe. Le 50 qui est ici, on peut l'enlever si l'on veut maintenant, mais il est là, c'est une constante multiplicative, on en aura besoin pour la distribution. Mais ce qui est important, c'est d'abord cette différence au carré, qui, comme je le dis, l'observé moins le théorique, mais on relativise par rapport au théorique. Donc, cette division est importante pour relativiser par rapport au théorique, parce que, je l'ai déjà dit, j'ai dit que 1, on ne peut jamais apprécier 1. Est-ce que c'est une valeur très grande ou très petite? Donc, si on a 10 plus ou moins 1 est très grand. Mais si on a 1 million plus ou moins 1 est très petit. Donc, en fin de compte, une valeur n'est appréciée comme étant grande ou petite que relativement. Et c'est pour ça qu'on relativise ici, pour que la différence ait un sens relatif. Et si elle est très grande, c'est relativement à cette valeur-là, mais s'il est très petit, c'est aussi relativement à ça. Donc, c'est relativiser un petit peu les choses. Alors, je prends le V, qui est 2 fois A excellent, A bon, A moyen, A médiocre, si l'on veut dire. Et finalement, le calcul va nous donner 1,787 à partir du tableau. On rejette H quand V est grand par rapport à une constante C. Pour alpha 0 toujours est égal à 0,05. Pour C, que nous allons trouver dans une table, et vaut 7,615, et ceci à partir d'une table de qui 2 à 4 moins 1 degré de liberté. Alors, je répète, le 4 qui est là en jaune, c'est le nombre de catégories. Nous avons excellent, bon, moyen et médiocre, 4. Et le nombre de catégories, on lui enlève 1 pour finalement obtenir le degré de liberté du qui 2. Et donc, c'est avec ce degré de liberté que nous allons nous référer à une table de qui 2 pour tirer la valeur de C, et on trouvera 7,615. Et alors, si V est supérieur à C, H est rejeté. Mais si V est inférieur à C, H est accepté. Alors, quelle est la valeur de V ici? À partir du tableau, c'est 1,787. Quelle est la valeur de C? C'est 7. Il est de loin plus grande que V. Ce qui fait que le donné dans le tableau semble accepter l'hypothèse H. Donc, bien qu'on avait remarqué que finalement, à partir des 2 lignes du tableau, le comportement des hommes et celui des femmes vis-à-vis de ce produit était différent. Ce n'était pas suffisamment différent pour que le test rejette l'hypothèse de non-différence. Donc finalement, le test accepte l'hypothèse de non-différence. Remarquez quand même que le test accepte très très facilement. Pourquoi? Parce que pour qu'on rejette, il faut que la valeur du V soit supérieure à 7,6. On est loin d'être supérieur à 7,6. Ça veut dire qu'il peut y avoir encore plus de différence entre les valeurs qu'on avait dans le tableau, et on continuera à dire que les hommes et les femmes ont la même appréciation. Pourquoi ça? Ça n'a rien d'absurde. On n'a pas arrêté de dire que ce sont des chiffres qui ont été obtenus dans une expérience, et que si on répète l'expérience, on n'obtiendra pas nécessairement la même chose. Donc les choses peuvent changer d'une expérience à l'autre. Alors, ce chapitre, le nouveau, c'est que nous n'avons pas
une distribution dépendant d'un paramètre que nous cherchons à vérifier égale une valeur ou différente d'une valeur, mais nous avons deux populations traitées par un médicament ou traitées par un autre, donc deux échantillons, et ce sont ces deux échantillons que nous sommes en train de comparer entre eux, et ceci est assez fréquent, si vous voulez, dans surtout des problèmes de biologie, de médecine, et ainsi de suite. Le dernier paragraphe, c'était la comparaison de catégories, et je crois que finalement, ça valait le coup de s'inspirer de ce que nous avions fait dans le cas à deux catégories qui est très simple, et tout simplement bâtir le test en s'inspirant sur la même structure. Donc, je crois que je n'ai donné qu'une petite idée pour voir le principe, comment ça marche, mais on ne peut pas tout couvrir, c'est impossible. Sinon, on ferait des statistiques en une seule année, puis on arrête. Alors, pour conclure, je vous demande que si vous avez des questions à propos de cette leçon ou celles qui sont déjà passées, si vous avez une demande d'exercice simple qui peuvent vous aider à appliquer ce que nous avions cherché de vous apprendre, vous pouvez toujours vous référer au site web